Est-ce que de temps en temps tu regardes les cartes géographiques? Bon, ça, je suis sûr que oui. Est-ce que de temps en temps tu regardes donc les cartes des États-Unis? Aussi, allons donc regarder un petit peu sur le territoire des Grands Lacs, si vous voulez bien. Bon, ici, je vais aller droit au but. Si vous voyez donc au niveau des Grands Lacs, et est-ce que vous êtes déjà demandé donc pourquoi le Michigan possède cette bande de terre qui est appelée la péninsule supérieure, qui, si on le voit, hein, si on prend quelque chose de logique, si on prend un ministère logique, on se dirait que ça devrait appartenir au Wisconsin. Et bah pourquoi en fait ce territoire il appartient pas au Wisconsin, mais il appartient au Michigan? Bon, on va voir dans les détails comment un adolescent donc impétueux et une guerre avec l'Ohio ont conduit le Michigan à revendiquer ce morceau de territoire. Donc je remonte un tout petit peu dans le temps. Donc je vous présente le territoire des États-Unis en 1787. Donc tous les terres de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan et même de l'Ohio ainsi que le Wisconsin moderne, ainsi qu'un peu de Minnesota, ont été organisés donc, dans le territoire du Nord-Ouest. À l'époque, ça s'appelle donc comme ça, Northwest Territory. Ce territoire était peu peuplé, mal exploré, on ne le connaissait pas. Bon, ça appartenait aux États-Unis, mais bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et encore plus mal cartographié à l'époque. La carte Mitchell, publiée en 1755, était la représentation dominante de la région. Mais elle était truffée d'inexactitudes et de fautes. Il y avait des fautes partout. Euh, où est ce territoire? Ah non, ça fait partie du Canada. Ça fait partie de l'Espagne. Oh, je comprends rien. Donc ça a causé des problèmes lorsque le Congrès a essayé d'organiser la région en cherchant à simplifier et à administrer plus facilement le territoire du Nord-Ouest. Donc le Congrès a proposé donc l'ordonnance du Nord-Ouest, donc en 1787, qui définissait clairement un territoire du Michigan. Par la suite, donc le Congrès, toujours lui, hein, heureusement qu'il est là pour gérer le territoire, a suivi donc la carte Mitchell et a tracé une ligne à l'est de la pointe inférieure du lac Michigan jusqu'aux rives du lac Erie. Bon, là, il y a eu un petit problème. C'est que la carte donc, Mitchell était erronée. La ligne de la pointe du lac Michigan passait en fait sous le lac Erie, de plusieurs kilomètres au... Alors tout ça, c'était approximatif, hein, je me permets de vous le dire. Et même, dites-vous qu'au début, hein, personne ne se souciait de ce problème qui paraissait mineur. Jusqu'en 1803, lorsque l'Ohio a demandé donc, le statut d'État et que cette ligne d'ordonnance est devenue donc, la frontière nord qui a été donc, proposée. Donc il y avait donc une frontière entre l'Ohio qui a effectivement donc en fait, je résume ici tout simplement, mais donc en gros, donc le Michigan, lui, il a tracé donc une frontière par rapport donc à cette fameuse carte qui était en fait, on peut dire une carte en carton, et du coup en fait, le Michigan prend le nord du territoire de l'Ohio. Donc c'est là que commencent les litiges. Donc à ce moment-là, il y a un litige, il y a l'Ohio qui va vérifier la ligne et qui va remarquer donc qu'il y avait une coupure sur le territoire, notamment sur les villes portuaires, sur le lac Erie. Donc je vous le présente hein, ici. Hein. Donc ceci était vachement important pour l'Ohio, d'autant plus que les plans de canaux pour relier les grands lacs jusqu'à la mer étaient bien avancés. Donc il y avait déjà des projets sur la partie Ohio. Ils ont donc demandé au Congrès d'arpenter correctement la frontière et de confirmer leur contrôle du territoire, et y compris donc jusqu'à la rivière May, donc y compris des colonies qui sont rapidement consolidées dans la ville de Toledo. Le Congrès a finalement accordé la revendication de l'Ohio sur le territoire, bien qu'il ait été lent à envoyer des géomètres pour confirmer la situation. Un problème similaire s'est produit hein, en 1816, lorsque les Amérindiens ont découpé donc, une partie du territoire du Michigan pour sécuriser leur accès au Grand Lac. Ils en avaient besoin eux aussi. Hein. Donc dans les deux cas, le statut donc, de territoire du Michigan et sa faible population donc, affirmaient qu'il n'y avait donc quasiment aucune voie pour eux au Congrès pour contester.
Donc ils ont essentiellement dû s'asseoir et abandonner leurs revendications sur la terre, bien que la population du Michigan ait augmenté pour faire sa propre demande d'État. Et là, à ce moment-là, le secrétaire du territoire John Mason était censé prendre la tête en tant qu'allié du président Andrew Jackson. Et avec la population du Michigan qui dépassait à ce moment-là les 880 000 habitants selon ses propres estimations, eh bien, cependant, le Michigan n'avait pas oublié la terre qui disait leur avoir été prise par les autres territoires. Donc en plus, en 1831, le président Jackson décide que les talents de John Mason étaient nécessaires pour travailler au Mexique. Et à sa place, Jackson a nommé le fils de Mason, Stephen T. Mason, comme secrétaire du territoire du Michigan. C'était un politicien, on peut dire, intelligent, perspicace, il était doué, il avait beaucoup de facultés. Cela aurait été un bon choix si ce n'était pas pour le fait que Mason de Sten avait à peine 19 ans. Le jeune Mason a maintenant pris la tête du Michigan et fait sa demande d'État. Dans le cadre de sa candidature, il présente ses propres frontières définies strictement à l'ordonnance de 1787. Il a officiellement revendiqué la bande de terre entre 5 et 8 miles au large que l'Ohio avait revendiqué 16 années plus tôt. Ces terres qui étaient connues sous la bande de Toledo étaient maintenant autrefois revendiquées par deux États distincts. Donc on le voit, c'est la grosse galère. On pourrait croire que les 50 colonies, tout s'est bien passé. C'était la belle vie, tout le monde s'est bien entendu. Et bien en fait, pas du tout. Il y avait quasiment pas des sécessions, mais quasiment des motifs de guerre. Donc il était rapidement évident qu'aucun des deux ne reculerait pour ce bout de territoire. Et lorsque l'Ohio entendit parler de la revendication du Michigan, eh bien ils se mirent à protester et exigèrent que le Congrès et le président bloquent la demande d'accession du Michigan au statut d'État jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Mason et ses compatriotes du Michigan refusèrent de reculer. Ils avaient aussi des alliés, comme l'ancien président John Quincy Adams, qui s'exprima avec force en faveur de la revendication du Michigan. Il a déclaré « Jamais de ma vie je n'ai connu une controverse dans laquelle toute la droite est si clairement d'un côté et tout le pouvoir si écrasant de l'autre. » L'Ohio ne se laissa pas facilement intimider. Le gouverneur Robert Lucas déclara le territoire contesté du comté de Lucas en son honneur comme une déclaration contre le Michigan. Mason répondit à son tour en adoptant une loi déclarant illégal pour les citoyens de l'Ohio de mener des affaires dans le territoire contesté et les rendit passibles d'amende ou d'emprisonnement s'ils étaient pris par les autorités du Michigan. Bon là on le voit, c'est le bordel pas possible. Là ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et c'est comme ils proposent des amendes, ça va partir en guerre, on pourrait se dire ça. Il y a des revendications qui passent aux menaces. Les choses s'intensifièrent rapidement, peu après que l'Ohio ait approuvé 300 000 $ pour mobiliser la milice dans une démonstration enfantine de manipulation. Le Michigan de son côté est très très chaud et valide donc 315 000 $ quelques semaines plus tard en mars 1835 et 1000 membres du territoire du Michigan sont déployés à la frontière. La milice a marché dans la bande de Toledo, il n'y a pas eu de violence directe et donc en quelques jours il y avait 600 soldats de l'Ohio qui étaient arrivés, entrant donc dans une confrontation tendue de l'autre côté de la rivière. Donc il y avait la perspective réelle d'une guerre civile régionale. Le Congrès a appelé à la paix et ils ont suggéré de permettre à la bande de Toledo d'être autonome jusqu'à ce qu'ils puissent négocier un règlement. Mais les deux parties ont refusé totalement. Le 26 avril, un groupe d'arpenteurs de l'Ohio, gardé par un petit nombre de soldats, tentait d'estimer les limites de la frontière pour les présenter au Congrès lorsqu'ils ont été confrontés à des dizaines de soldats du Michigan. Il y a des coups de feu qui vont éclater lors de cette soi-disant bataille de Phillips Corner. Les deux camps ont affirmé que l'autre avait tiré en premier. Bien sûr, c'est jamais de ma faute. Maîtresse, c'est la faute du voisin qui
qui m'a tiré sur les cheveux. Monsieur le professeur, c'est le voisin Michigan qui m'a attaqué le premier. On est à la cour de récré là. On est à la cour de récré. On sort les gros muscles, hein. Donc ensuite, les personnes donc, de l'Ohio se sont dispersées, mais pas avant que le Michigan n'en ait capturé 9 comme prisonniers. Les premiers coups de feu de la guerre de Toledo avaient été tirés, mais la pire violence allait survenir, le 15 juillet. C'est un shérif donc du Michigan qui est entré à Toledo pour arrêter un homme en violation de la loi B, interdisant donc à toutes les personnes de l'Ohio de faire des affaires sur le territoire. Il y a une bagarre qui éclate et l'homme de l'Ohio a poignardé le shérif à la jambe avant de s'enfuir. Une personne donc, du nom de First Blood avait été donc dessinée sûrement une guerre à grande échelle qui était là, sauf qu'elle ne l'était pas car il s'est avéré que mobiliser des milliers de soldats, bon, c'était un petit peu coûteux, hein. On peut le voir sur les guerres du XXIe siècle. Donc le secrétaire maçon et le gouvernement du Michigan ne pouvaient pas se permettre de continuer la confrontation. Donc le président Jackson, lui aussi, en avait un petit peu marre de toutes ces absurdités pour quelques kilomètres de terre. Il avait une élection à venir et n'avait pas vraiment besoin de ce casse-tête en ce moment-là. Alors Jackson, donc, il va proposer un accord. Il va dire au Michigan donc, de renoncer sur les revendications sur la bande de Toledo. Mais en échange, donc, le président Jackson approuverait leur statut d'État et leur accordera une énorme partie de la péninsule supérieure, découpée dans le territoire du Wisconsin nouvellement formé. Mason hésitait à reculer, mais à la fin, donc, il accepta, et Jackson signa la loi donc, en juin 1836, et en janvier 1837, donc, le Michigan devint le 26e État. À ce moment-là, donc, la performance de Mason a été saluée dans les affaires publiques et donc il va être réélu donc, comme le premier gouverneur de l'État à occuper ce poste jusqu'en 1840. Il va rester le plus jeune gouverneur de l'histoire des États-Unis, le petit ado dont je vous ai parlé au début. Mais si vous faites attention, vous aurez remarqué aussi donc, le problème donc, que le Congrès avait créé donc, tout ce conflit en coupant des morceaux de territoire pour les donner à un nouvel État sans la permission d'autres territoires. Et maintenant, il avait fait exactement la même chose pour essayer de résoudre le problème donc pour le Wisconsin. Donc le territoire du Wisconsin n'était pas content de voir donc, une partie de ses terres se voir confisquées à cause d'un autre conflit frontalier à des centaines de kilomètres de là. Cela a été particulièrement douloureux après les années 1840, lorsque les prospecteurs ont trouvé du minerai de fer qui était précieux donc, dans la péninsule supérieure, provoquant une montée en flèche de la valeur des terres. Le Congrès avait donc également répété l'erreur de mal fixer les frontières. Ils ont déclaré la frontière officielle entre le Wisconsin et le Michigan le long de la rivière Montréal. C'est juste que la rivière Montréal avait donc plusieurs branches. Ils ont oublié de préciser quelle branche était donc la frontière. Le Wisconsin a soutenu que la frontière devait être tracée le long de la branche orientale. Donc c'était la branche que l'arpenteur du Congrès, le capitaine Thomas Crum, avait empruntée et il a été nommé dans la législation du Congrès sur le sujet. Cela signifie également que le Wisconsin donc, a conservé près de 400 000 miles carrés de terre supplémentaires comme on pouvait s'y attendre. Également, donc, le Michigan a déclaré que c'était la branche occidentale et le Congrès donc, disait le contraire et donc ça a encore provoqué des tensions et donc la branche principale de Montréal ne correspondait pas vraiment le mieux à la définition de la ligne de démarcation. Donc ensuite, il n'y a eu que des embrouilles à cause de ça, et donc tout ceci faisait qu'il y avait un conflit constant. Après que le Wisconsin soit devenu un État en 1848, les deux États ont commencé donc de multiples levées pour appuyer leurs revendications, mais aucun n'a pu obtenir l'accord de l'autre. Le Michigan a réécrit sa constitution pour affirmer ses revendications sur le territoire en 1907. Ils ont également envoyé une mission diplomatique au Wisconsin pour tenter de se mettre d'accord sur une levée afin de régler l'affaire une fois pour toutes, mais le gouvernement de l'État n'a même pas voulu leur accorder une audience. Heureusement, la zone de terrain contestée était petite et pas particulièrement précieuse. Personne n'allait commencer à s'entretuer à ce sujet. Cela n'a jamais causé de sérieux problèmes entre les deux États.
La question a fait des allers-retours pendant quelques années, jusqu'en 1926, date à laquelle elle a finalement été portée devant la Cour suprême, qui s'est arrangée donc du côté du Wisconsin et a déclaré donc la branche orientale comme frontière légale de l'État. Après 90 ans de querelles et de cartographie terrible, et l'une des guerres les plus brèves et les plus inutiles des États-Unis sur les frontières du Michigan, on a finalement donc décidé de passer à autre chose. Alors ça peut paraître étrange, hein, mais tous les problèmes rencontrés pour obtenir leurs frontières, hein, personne n'était pressé de les contester de sitôt, hein, sachant que cela arrangeait bien les États d'avoir des territoires et de se revendiquer comme dirigeants de plus gros territoires sur la zone. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, cette drôle d'histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. N'hésitez pas également à enregistrer cette vidéo, cela m'aiderait, hein. Et bien évidemment, hein, comme toujours, je vous demande un petit don. Cela pourrait m'aider pour de futures vidéos. Allez, à bientôt les amis, salut!